Saviez-vous que la Grande Barrière de Corail en Australie, l'une des plus grandes structures vivantes de la planète, peut être vue même depuis l'espace, s'étendant sur plus de 2300 km et abritant une diversité de vie marine qui rivalise avec les villes les plus vibrantes de notre monde? Cette merveille sous-marine, cependant, n'a pas été construite par des ingénieurs humains ni des machines gigantesques. Elle a été érigée, brique par brique, par des créatures minuscules qui travaillent sans relâche dans un processus fascinant et millénaire. Dans les profondeurs océaniques, les coraux ne sont pas des simples pierres ou plantes, comme beaucoup pourraient l'imaginer. Ce sont, en réalité, des animaux invertébrés, des parents éloignés des anémones et des méduses. Chaque bâtisseur individuel de ces vastes villes sous-marines est ce que nous appelons un polype de corail. Un polype est une petite créature au corps mou, en forme de cylindre, qui possède une bouche entourée de tentacules minuscules. Ces tentacules sont équipés de cellules urticantes appelées nématocystes qu'ils utilisent pour capturer de petites particules de nourriture flottantes dans la colonne d'eau, comme le plancton microscopique. La magie de la construction commence lorsque ces minuscules polypes décident de s'établir. Généralement, une larve de corail, appelée planula, nage librement jusqu'à trouver une surface solide appropriée, qui peut être une roche, un corail mort ou même une structure artificielle où elle peut s'adhérer de manière permanente. Une fois fixée, la planula se transforme en polype qui entame la production d'un squelette externe et protecteur pour son corps. Ce squelette est fondamentalement du carbonate de calcium, le même matériau qui compose les coquilles des mollusques ou les os de nombreux animaux terrestres. La construction de ce squelette de carbonate de calcium est un processus biochimique complexe et continu, une véritable œuvre de bio-ingénierie naturelle. Chaque polype, à sa base, possède des glandes spécialisées qui sécrètent des ions calcium et des ions carbonate qu'ils extraient directement de l'eau de mer environnante. Ces ions se combinent chimiquement pour former des cristaux d'aragonite, une forme cristalline de carbonate de calcium qui est étonnamment dure et résistante. Au fur et à mesure que le polype croît et se reproduit, il dépose des couches successives de ce matériau minéral, formant une coupe protectrice pour son corps mou et délicat. Ce dépôt constant et cumulatif est ce qui, avec le temps, donne forme et solidité aux structures complexes que nous verrons dans les colonies de coraux. Cependant, l'étonnante capacité des coraux à construire ces structures monumentales ne serait pas possible sans une alliance symbiotique extraordinaire, un pacte vital avec des organismes encore plus petits. Dans les tissus de la plupart des coraux bâtisseurs de récifs vivent des milliards d'algues microscopiques, scientifiquement connues sous le nom de zooxanthelles. Ces algues sont les moteurs photosynthétiques de la ville de corail, la source d'énergie qui propulse la croissance de tout l'écosystème. Tout comme les plantes terrestres, les zooxanthelles réalisent la photosynthèse, un processus par lequel elles convertissent la lumière du soleil en énergie chimique. Pendant ce processus de photosynthèse, les zooxanthelles produisent une abondance de composés organiques essentiels, tels que des sucres, du glycérol et des acides aminés. De manière surprenante, jusqu'à 90% de ces composés organiques sont directement transférés aux polypes coralliens qui les abritent. Cette énergie vitale et hautement concentrée est ce qui permet au corail de croître rapidement, de réparer efficacement ses tissus et, le plus important pour la construction du récif, d'accélérer drastiquement le taux de calcification, c'est-à-dire la formation de son squelette de carbonate de calcium. En substance, les zooxanthelles agissent comme une centrale énergétique interne, fournissant le carburant qui alimente le travail incessant de construction et d'entretien des polypes. En échange de cette précieuse énergie et de la nourriture qu'elles reçoivent, le polype corallien offre aux zooxanthelles un foyer sûr et protégé au sein de ses tissus, les protégeant des prédateurs et des rudes conditions environnementales externes. De plus, le polype leur fournit du dioxyde de carbone, un composant essentiel pour la photosynthèse des algues, ainsi que des nutriments vitaux comme l'azote et le phosphore, qui sont des sous-produits de son propre métabolisme. Cette relation de bénéfices mutuels est la pierre angulaire de la prospérité, de la croissance et de la survie à long terme des récifs coralliens dans les eaux tropicaux claires et peu profondes, où la lumière du soleil est abondante. Une fois qu'un polype initial s'est établi et a commencé à construire son squelette, il entame le processus de reproduction. Les coraux peuvent se reproduire de deux manières principales, sexuellement et asexuellement. La reproduction asexuée est cruciale pour l'expansion rapide de la colonie. Un polype se divise simplement en deux nouveaux polypes génétiquement identiques à lui-même, ou un nouveau polype bourgeonne de son côté.
Chaque nouveau polype, une fois formé, continue de sécréter son propre squelette de carbonate de calcium, lequel fusionne et s'unit à la structure déjà existante de la colonie, ajoutant volume et complexité à la ville sous-marine. Ce processus de bourgeonnement ou de division se répète encore et encore, des milliers et des milliers de fois, au fil des décennies, voire des siècles. Ainsi, un seul polype original peut donner naissance à une colonie entière, composée de centaines, de milliers, voire de millions de polypes, tous génétiquement connectés et partageant un unique squelette calcaire commun. La forme de la colonie résultante, qu'elle soit ramifiée comme les cornes d'élan, massive comme les coraux cerveaux, laminaire comme les tables ou en forme de pilier, dépend de l'espèce de corail, de la profondeur de l'eau dans laquelle elle habite, de l'exposition aux courants océaniques et de la quantité de lumière solaire disponible. Les colonies de corail, à leur tour, ne sont pas seules dans leur travail de construction. Des millions d'entre elles se regroupent en de vastes étendues, formant ce que nous appelons les récifs coralliens. Ces récifs ne sont pas de simples amas aléatoires de squelettes de corail. Ce sont des écosystèmes complexes et dynamiques qui mettent des millénaires à se former, couche après couche, génération après génération. Les taux de croissance des récifs varient énormément. Un corail à croissance rapide, comme une espèce ramifiée du genre Acropora, peut croître jusqu'à 10 ou 15 cm par an dans des conditions optimales, ajoutant rapidement de la biomasse et de la structure. En revanche, les coraux massifs, tels que les grands coraux cerveaux, peuvent ne croître que d'1 ou 2 cm annuellement, mais ils sont beaucoup plus résistants et contribuent à la stabilité à long terme du récif, supportant mieux les forces des tempêtes. La structure tridimensionnelle d'un récif est construite non seulement par la croissance constante des coraux vivants, mais aussi par l'inestimable contribution de générations de coraux morts dont les squelettes calcaires se compactent, s'unissent et se cimentent avec le temps, formant une base solide. C'est comme si chaque génération de coraux laissait derrière elle une fondation robuste pour la suivante. À ce ciment naturel s'ajoutent d'autres organismes marins qui déposent également du carbonate de calcium. Un exemple fondamental est celui des algues corallines encroutantes, qui poussent comme une croûte dure et rosée sur les squelettes de corail et d'autres surfaces rocheuses. Ces algues aident activement à cimenter et à stabiliser le récif en fournissant une cohésion vitale qui résiste à l'érosion constante des vagues et aux forts courants. D'autres contributeurs importants à la structure et à la solidité du récif incluent des mollusques à coquilles dures tels que les bénitiers géants et les gastéropodes, ainsi que certains foraminifères, des organismes unicellulaires qui sécrètent également des coquilles calcaires complexes. Même le sable qui compose une grande partie du fond du récif et des plages environnantes provient souvent de l'érosion naturelle de ces squelettes de corail et des fragments d'autres organismes calcaires, pulvérisés lentement par l'action des vagues et par l'activité incessante de poissons herbivores tels que les poissons perroquets qui raclent les algues des surfaces rocheuses et excrètent le matériau broyé. Il existe 3 principaux types de récifs coralliens, chacun avec une formation et des caractéristiques géographiques distinctives reflétant leur interaction avec la topographie côtière et les processus géologiques. Les récifs frangeants sont les plus courants et poussent directement près des côtes continentales ou autour des îles, formant une bande de corail qui s'étend du rivage vers la mer. Un exemple notable de récif frangeant se trouve le long des côtes de Floride aux États-Unis, faisant partie du seul récif corallien vivant sur le territoire continental de ce pays. Un écosystème vital qui protège la côte et soutient une vaste biodiversité. Les récifs barrières, d'autre part, sont séparés de la côte par un lagon d'eau plus profonde et souvent d'une étendue considérable. Ils sont beaucoup plus grands et plus étendus que les récifs frangeants et agissent comme une barrière naturelle. L'exemple le plus iconique et grandiose est, sans aucun doute, la Grande Barrière de Corail en Australie, que nous avons déjà brièvement mentionnée. Ce système massif de récifs s'étend le long de la côte du Queensland sur plus de 2300 km et est composé de plus de 3000 récifs individuels et de 900 îles, formant une mosaïque sous-marine d'une beauté inégalée et d'une complexité écologique qui a évolué pendant des millions d'années. Un autre exemple impressionnant de récif barrière est le récif mésoaméricain, qui s'étend sur plus de 1000 km le long des côtes du Mexique, du Belize, du Guatemala et du Honduras, dans la mer des Caraïbes.
C'est le plus grand système récifal de l'Atlantique et le deuxième plus grand du monde, seulement dépassé par la Grande Barrière de Corail. Il contient une diversité étonnante d'espèces de coraux, plus de 500 espèces de poissons et une myriade d'autres créatures marines, soutenant directement les économies locaux grâce à la pêche durable et au florissant écotourisme de plongée et de snorkeling. Enfin, les atolls sont des anneaux de corail qui entourent un lagon central, souvent sans aucune terre émergée au centre de cet anneau. Ils se forment typiquement autour d'îles volcaniques qui, au fil de millions d'années, ont lentement sombré sous la surface de l'océan en raison de processus géologiques. À mesure que l'île s'enfonce, le corail continue de croître vers le haut, construisant et maintenant sa position à la surface de l'océan, créant ainsi un anneau récifal. Les Maldives, dans l'océan Indien, sont un archipel composé presque entièrement de 26 atolls naturels qui abritent une vie marine exceptionnelle et sont un terrain de plongée et de snorkeling exceptionnel. Un paradis mondialement reconnu pour la plongée et la recherche marine. Ces cités coralliennes sous-marines sont de véritables métropoles de biodiversité, des centres névralgiques de vie marine. Bien qu'ils couvrent moins d'1% du fond marin de la planète, les récifs coralliens abritent environ 25% de toute la vie marine connue. Pensez-y, un quart des espèces marines du monde, des minuscules invertébrés aux grands prédateurs comme les requins, dépendent directement ou indirectement des récifs pour leur survie, leur alimentation, leur abri et leur reproduction. Ils abritent une incroyable variété de poissons aux formes et couleurs inimaginables, tels que les charismatiques poissons clowns qui se cachent parmi les anémones vénéneuses, les infatigables poissons perroquets qui aident à maintenir le récif en se nourrissant d'algues, et les majestueux requins de récif qui patrouillent leurs eaux comme des gardiens silencieux. De plus, ils hébergent une myriade d'invertébrés tels que des crabes, des langoustes, des concombres de mer, des étoiles de mer, des oursins et une infinité de vers et de mollusques qui s'intègrent dans le tissu complexe du récif, formant un réseau alimentaire complexe et vibrant. L'architecture complexe des récifs offre un abri, de la nourriture et des zones de reproduction cruciales pour d'innombrables espèces marines. Les structures tridimensionnelles complexes, remplies de fissures, de grottes et de saillies, offrent d'innombrables cachettes contre les prédateurs, facilitant la survie des juvéniles et des espèces plus petites qui seraient autrement vulnérables. Ce sont également des zones de pêche importantes pour les communautés côtières du monde entier, soutenant des centaines de millions de personnes directement ou indirectement grâce aux ressources marines qu'ils fournissent. En plus d'être des usines de vie, les récifs coralliens jouent un rôle crucial dans la protection des côtes, un service environnemental d'une valeur inestimable. Ils agissent comme des barrières naturelles submergées qui dissipent l'énergie des vagues pendant les tempêtes et les ouragans, réduisant considérablement l'érosion côtière et protégeant les infrastructures humaines vitales telles que les ports, les habitations, les hôtels et les plages touristiques. On estime que les récifs protègent plus de 150 000 km de côte à l'échelle mondiale, atteignant l'impact des phénomènes météorologiques extrêmes et économisant des milliards de dollars en coûts d'infrastructure. L'immense beauté, la valeur écologique et les services écosystémiques de ces cités coralliennes sont indéniables. Mais elles font face à des défis sans précédent, dont beaucoup sont induits par l'activité humaine. Le changement climatique est la menace la plus grave et la plus globale. L'augmentation de la température de l'océan, résultant de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, provoque le blanchiment des coraux, un phénomène dévastateur au cours duquel les coraux expulsent leurs zooxanthelles en raison du stress thermique. Sans ces algues vitales, le corail perd sa principale source de nourriture et d'énergie, s'affaiblissant, devenant très vulnérable aux maladies et, dans de nombreux cas, mourant de faim ou d'infection. Un exemple tragique et largement documenté de cela a été observé dans la Grande Barrière de Corail en 2016, 2017 et 2020, où des événements massifs et consécutifs de blanchiment se sont produits. De larges sections du récif ont subi une perte significative de corail vivant, certaines zones perdant jusqu'à 50% ou plus de leur couverture corallienne. Cela démontre la fragilité de ces écosystèmes complexes face au réchauffement climatique rapide, un témoignage palpable de l'urgence climatique.
Une autre menace critique est l'acidification des océans, un autre problème du dioxyde de carbone. L'augmentation des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ne fait pas que réchauffer la planète, mais une proportion significative de ce gaz est absorbée par l'océan. Lorsque le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau de mer, il réagit chimiquement pour former de l'acide carbonique, ce qui réduit le pH de l'océan et le rend plus acide. Cette acidité croissante rend énormément difficile la capacité des coraux à construire et à maintenir leur squelette de carbonate de calcium, car la disponibilité des ions carbonate diminue et, dans des cas extrêmes, le carbonate de calcium existant peut commencer à se dissoudre. C'est comme si le matériau de construction des coraux se dissolvait avant qu'ils ne puissent l'utiliser efficacement, compromettant l'intégrité structurelle des villes sous-marines. La pollution locale est également un problème grave et généralisé. Les nutriments excessifs provenant du ruissellement agricole et industriel, tels que les nitrates et les phosphates des engrais et des eaux usées non traitées, peuvent stimuler la croissance explosive d'algues qui concurrencent les coraux pour l'espace et la lumière du soleil, les étouffant. La sédimentation, causée par la déforestation des bassins versants et le développement côtier incontrôlé, peut troubler l'eau, bloquant la lumière du soleil dont les zooxanthelles ont désespérément besoin pour la photosynthèse, et peut également étouffer directement les polypes en les recouvrant d'une couche de boue. La surpêche, en particulier l'utilisation de méthodes destructrices comme la pêche à l'explosif ou au cyanure, détruit directement la structure délicate du récif et décime les populations de poissons herbivores qui sont cruciaux pour maintenir l'équilibre de l'écosystème en contrôlant la croissance des algues. Les maladies coralliennes, souvent exacerbées par le stress environnemental provoqué par le changement climatique et la pollution, causent également des mortalités massives. La maladie de la perte de tissu des coraux pierreux, par exemple, a dévasté les récifs des Caraïbes depuis 2014, avec des taux de mortalité des coraux sensibles atteignant 100% dans certaines zones, laissant derrière elles un cimetière de coraux. Malgré ces défis monumentaux qui menacent l'existence même de ces précieuses cités sous-marines, l'espoir n'est pas entièrement perdu. Des efforts mondiaux et locaux concertés sont déployés pour protéger et restaurer ces écosystèmes vitaux. La création d'aires marines protégées est une stratégie clé et efficace. Ces zones restreignent ou interdisent la pêche et d'autres activités humaines nuisibles afin de permettre aux récifs de se rétablir, de se régénérer et de prospérer sans interférence constante. Par exemple, le sanctuaire marin national des Keys de Floride, établi en 1997, protège plus de 9800 km² d'écosystèmes marins cruciaux, y compris une partie significative des récifs coralliens des États-Unis. La restauration des coraux est une autre initiative prometteuse qui prend de l'ampleur partout dans le monde. Cela implique de cultiver des coraux dans des pépinières sous-marines spécialement conçues, puis de les transplanter soigneusement sur des récifs endommagés ou dégradés. Dans les Caraïbes et d'autres régions, des organisations dédiées telles que la Coral Restoration Foundation cultivent des millions de petits fragments de coraux dans leurs pépinières et les plantent manuellement sur des sites dégradés. Elles ont réussi à restaurer des milliers de mètres carrés de récifs, redonnant lentement vie et complexité à des écosystèmes qui semblaient irrémédiablement perdus. La science et la technologie jouent également un rôle vital dans cette lutte pour la survie des coraux. Les scientifiques étudient des coraux plus résistants à la chaleur et à l'acidification, recherchant les génotypes qui démontrent une plus grande tolérance naturelle aux changements environnementaux extrêmes. Des techniques avancées sont développées pour propager sélectivement ces coraux résilients dans l'espoir de créer des populations plus robustes et génétiquement diverses qui pourront mieux supporter les futurs impacts du changement climatique, assurant ainsi leur persistance à long terme. L'éducation et la sensibilisation du public sont tout aussi importantes, sinon plus. Informer les gens sur la valeur inestimable des récifs coralliens et les graves menaces auxquelles ils sont confrontés peut inspirer des actions individuelles et collectives significatives, allant de la réduction de notre empreinte carbone personnelle au soutien de politiques de conservation plus ambitieuses. Des campagnes mondiales comme Save Our Reefs ont mobilisé des millions de personnes, démontrant le pouvoir transformateur de l'action communautaire lorsqu'il s'agit de protéger nos océans. Les cités coralliennes, construites par le travail incessant d'innombrables polypes en parfaite symbiose avec leurs minuscules algues, sont un témoignage vivant de l'ingéniosité de la nature et de la profonde interconnexion de la vie sur notre planète. Ce sont des écosystèmes vitaux qui soutiennent une biodiversité inégalée et fournissent des services écosystémiques essentiels à des millions d'êtres humains dans le monde entier, de la protection côtière à la sécurité alimentaire.
Son avenir, cependant, ne tient qu'à un fil extrêmement fragile. De plus en plus, leur destin dépend de la manière dont les êtres humains agiront pour atténuer le changement climatique, réduire la pollution locale et mondiale et protéger activement ces mondes sous-marins fragiles mais résilients. C'est une course contre la montre, mais une que l'humanité a le pouvoir de gagner si nous agissons avec urgence, détermination et une vision à long terme pour notre planète. Les récifs coralliens nous enseignent une leçon profonde sur la patience, la collaboration et l'immense capacité de la vie à construire et à prospérer même dans des environnements difficiles. Ils nous rappellent que même les plus petites créatures, lorsqu'elles travaillent ensemble en harmonie, peuvent construire les merveilles les plus grandes et les plus durables du monde naturel. C'est un rappel éloquent de notre responsabilité partagée de protéger la beauté et la richesse naturelle de notre monde en veillant à ce que ces villes sous-marines continuent de prospérer pour les générations futures. Si cette incroyable histoire de la façon dont les coraux construisent des villes sous-marines vous a captivé, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions vers la connaissance et la découverte. Donnez un j'aime à cette vidéo si vous l'avez trouvée fascinante, laissez-nous un commentaire nous disant ce qui vous a le plus surpris chez les coraux et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a également besoin de découvrir ces merveilles cachées de l'océan.